souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème « Utiliser la lettre de crédit stand-by à bon escient ». Je suis Amandine Bastien, je suis conseillère en développement international à Grex. Grex est le centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous accompagnons les entreprises pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires export. Et nous les accompagnons tant sur l'approche commerciale des marchés étrangers pour trouver des clients, des distributeurs, des partenaires ou s'implanter à l'étranger, que sur les aspects réglementaires, notamment les aspects douaniers, fiscaux ou logistiques. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet lié au paiement à l'international. Notre intervenant et expert pour ce webinaire est Fabrice Béranger. Il est expert international à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Il nous présentera pendant environ 30 minutes le fonctionnement de la lettre de crédit stand-by et ses avantages selon les situations, notamment en la comparant au crédit documentaire et ses avantages aussi selon les pays. Vous pouvez poser vos questions au fil du webinaire dans l'encadré questions qui normalement devrait se trouver en bas à droite de votre écran. Les questions seront traitées à la fin du webinaire pendant les 15 minutes restantes. La présentation de Fabrice Béranger est d'ores et déjà téléchargeable dans un onglet qui s'appelle « Documents », normalement selon vos navigateurs. Elle vous sera envoyée après le webinaire également par ma collègue Carole Grosjean. J'en profite pour la remercier. Elle a notamment organisé tous les aspects logistiques et pratiques de ce webinaire pour que vous puissiez y participer et profiter au mieux de toutes les informations que Fabrice Béranger va partager avec nous. Je vais changer de place et laisser la place à Fabrice Béranger. Bonjour, donc je suis Fabrice Béranger, expert international à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous allons pouvoir commencer dès maintenant la présentation. Et nous allons simplement couper la webcam pour avoir un petit peu plus de bande passante. Donc, la lettre de crédit stand-by de paiement. Alors, attendez que je puisse faire défiler. Je n'arrive pas à faire défiler la présentation. Ah. Ouais, non, mais là, ça n'arrive pas. La souris, il faut cliquer. Avec le clic droit, j'imagine. Non, ça ne fait rien. Voilà. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous verrons de quoi il s'agit. Je vous donnerai quelques explications sur le fonctionnement. Ensuite, je vous donnerai, si ma mémoire est bonne, 3 exemples. Et nous verrons les avantages et inconvénients de la lettre de crédit stand-by, notamment vis-à-vis d'une autre technique que vous connaissez sûrement, c'est le crédit documentaire. Alors, ce que nous aimerions savoir dans un premier temps, c'est si vous avez déjà été amené à utiliser la lettre de crédit stand-by de paiement. Donc, si vous pouvez nous répondre oui ou non, pour qu'on ait une petite idée. Alors, manifestement, vous êtes une grande majorité à ne l'avoir jamais utilisée, puisque ça tourne aux alentours de 71% de non. Donc, d'une certaine manière, tant mieux, ce sera une découverte pour vous. Voilà. Donc, la lettre de crédit stand-by de paiement, de quoi s'agit-il? Alors, on va essayer d'afficher tout. Voilà. En fait, c'est un engagement, c'est une garantie de paiement qui est émise par la banque de l'acheteur de payer une certaine somme à une certaine échéance, donc somme et échéance qui sont prévues entre vous, acheteurs par exemple, et votre vendeur. Donc de payer cette somme au cas où l'acheteur ne remplirait pas son obligation de paiement du montant prévu à l'échéance prévue. Il s'agit d'une garantie à première demande, donc, et non, je spécifie ça parce que c'est pour mettre ça en rapport avec une caution. Ça n'est pas une caution, donc cette garantie est juridiquement distincte du contrat principal. La lettre de crédit stand-by, tout comme un crédit documentaire, peut être confirmée ou non à la demande du
du vendeur. Ça veut dire que la banque du bénéficiaire, c'est-à-dire du vendeur, ajoute son propre engagement de paiement à l'engagement de paiement de la banque de l'acheteur qui a émis la lettre de crédit stand-by. Ça sert en fait à couvrir le risque banque, donc la banque laquelle, en l'occurrence celle de l'acheteur, et le risque pays où se trouve la banque de l'acheteur. Ça veut dire, si vous voulez, pour faire simple, que lorsque la banque du vendeur appose sa confirmation, si la banque de l'acheteur ne paye pas en cas de mise en jeu, la banque du vendeur paiera à sa place et se retournera contre la banque de l'acheteur. Il faut bien entendu que les conditions de mise en jeu de la lettre de crédit stand-by soient satisfaites. Les conditions de mise en jeu de la lettre de crédit stand-by, on les verra un petit peu plus tard. La lettre de crédit stand-by peut être émise sous format papier, c'est-à-dire que la banque de l'acheteur écrit sur son papier en tête son engagement de paiement et l'envoie directement au bénéficiaire, le vendeur. C'est peu fréquent pour une raison très simple, c'est que les faux sont évidemment très simples sur des formats papier. Donc la plupart du temps, une lettre de crédit stand-by va être émise par le réseau SWIFT, qui est un réseau de messagerie interbancaire. D'une part, c'est plus rapide, et d'autre part, ça donne certains gages de sécurité en termes d'authenticité de l'acte. Voilà. Le texte d'une garantie, d'une lettre de crédit stand-by peut être imposé par le bénéficiaire ou négocié entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre. Et il se peut aussi qu'il n'y ait rien de demandé de particulier de la part du bénéficiaire, auquel cas le texte qui sera proposé sera le texte standard, le modèle standard de la banque du donneur d'ordre, c'est-à-dire de la banque de l'acheteur. Les lettres de crédit stand-by sont gérées dans le cadre d'un corpus de règles internationalement reconnues. Alors, le plus fréquent est de faire appel aux règles et usances uniformes 600, qui sont en fait les règles qui s'appliquent au crédit documentaire. Plus rarement, et c'est parfois le cas avec les pays anglo-saxons, les règles qui seront utilisées seront les ISP 98, qui sont un corpus de règles spécifiques aux lettres de crédit stand-by. Mais très couramment, c'est plutôt les RU 600 qui sont utilisées parce que ce sont des règles qui sont très complètes avec une jurisprudence qui est nombreuse et donc en cas de souci quant à l'interprétation de la lettre de crédit stand-by, il sera plus facile de se référer au RU 600 plutôt qu'aux ISP 98. Voilà pour les premières notions. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Je vous affiche tout. J'essaye de tout vous afficher et de ne pas aller trop loin. Je pense que j'ai tout là. Vous avez un contrat commercial qui est passé entre le donneur d'ordre, l'acheteur et le bénéficiaire, donc le vendeur. Le bénéficiaire souhaite avoir une garantie de paiement et notamment dans le cas qui nous intéresse, une lettre de crédit stand-by. Donc, il va demander au donneur d'ordre d'émettre cette garantie. Le donneur d'ordre va aller voir sa banque qui va émettre la garantie, donc soit sous format papier, auquel cas elle l'envoie directement au bénéficiaire, mais comme je vous le disais, la plupart du temps, c'est sous format SWIFT, auquel cas elle va envoyer le texte de sa garantie à la banque du vendeur, bénéficiaire, laquelle banque va donc notifier ce texte de garantie à son client, le vendeur. Voilà comment ça se passe. Alors, il y a quelques prérequis qui sont indispensables à l'émission d'une garantie. Si on est dans le cadre d'une garantie qui transite par le réseau SWIFT, il faut déjà que les deux banques, la banque du donneur d'ordre et la banque du bénéficiaire, soient compliant entre elles. Alors, compliant, c'est le langage qu'on utilise dans la banque pour simplifier un peu les choses, pour dire que ces deux banques se reconnaissent mutuellement comme étant suffisamment sérieuses pour pouvoir travailler ensemble sur ce type d'engagement.
Et le deuxième impératif qui est très technique, c'est qu'il faut que les deux banques soient en clé SWIFT entre elles, c'est-à-dire qu'elles puissent s'échanger des messages sous format SWIFT. Alors, je ne vais pas insister sur ces plans, mais c'est important parce que si vous êtes acheteur, par exemple, et que vous demandez à votre banquier d'émettre une lettre de crédit stand-by sur une certaine banque, il est possible que votre banque vous dise que ça n'est pas possible, que globalement, techniquement, elle n'a pas les canaux nécessaires et la compliance nécessaire pour le faire. Ça n'est pas grave. Votre banquier, le banquier de l'acheteur, pourra proposer d'émettre cette lettre de crédit stand-by sur une autre banque, même si ça n'est pas la banque du bénéficiaire. Mais ça n'a pas d'importance. Cette autre banque pourra parfaitement gérer la lettre de crédit stand-by pour le compte du bénéficiaire, même si, encore une fois, elle n'est pas sa banque. Et l'autre impératif pour que votre banque, si vous êtes l'acheteur, ouvre cette garantie, c'est bien évidemment que votre banque soit en mesure de mettre en place une ligne de risque d'un montant au moins équivalent au montant de la lettre de crédit stand-by. Parce que bien évidemment, la banque de l'acheteur prend le risque de voir sa garantie appelée en paiement et de devoir payer, alors même peut-être qu'au moment du règlement, il n'y aura pas provision sur votre compte. Mais l'engagement de la banque est tout de même irrévocable. Et bien évidemment, j'allais oublier de le dire, en cas de renouvellement ou de prorogation de la lettre de crédit stand-by, c'est la même chose. Voilà, donc un petit schéma pour ce qui est de la mise en jeu de la lettre de crédit stand-by. Donc j'essaye de vous afficher tout. Je pense qu'il y a encore un petit quelque chose. Et là, à mon avis, on est presque bon. Voilà, là, je pense qu'il y a tout. Donc, en cas de non-paiement, comme c'était prévu initialement par le donneur d'ordre, c'est-à-dire par l'acheteur, donc du montant prévu à l'échéance prévue, la lettre de crédit stand-by pourra, sous certaines conditions de forme, on en parlera tout à l'heure, la lettre de crédit stand-by pourra être appelée par le bénéficiaire. Donc, bon, je passe rapidement dessus. Si on a affaire à une lettre de crédit stand-by sous forme papier, le bénéficiaire appellera directement la garantie auprès de la banque de l'acheteur qui a émis la lettre de crédit stand-by. Sinon, et c'est ce qui se passera le plus souvent, la lettre de crédit stand-by va être appelée, mise en jeu par le bénéficiaire, le vendeur, par l'intermédiaire de sa banque, encore une fois sous certaines conditions de forme. La banque transmettra cette demande de mise en jeu à la banque de l'acheteur, la banque du donneur d'ordre, et la banque de l'acheteur va vérifier que les conditions de mise en jeu sont respectées et elle paiera le bénéficiaire, c'est-à-dire le vendeur. Et parallèlement, bien évidemment, elle se remboursera sur le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'acheteur. Encore une fois, sous réserve qu'il y ait quelque chose sur le compte de l'acheteur, et c'est là qu'est le risque de la banque de l'acheteur, d'où la ligne dont on parlait tout à l'heure. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était, je pense que c'était implicite. La lettre de crédit stand-by de paiement n'a pas vocation normalement à être appelée, à être mise en jeu. Ce qui doit se passer dans un premier temps, donc cette garantie de paiement existe et elle reste en stand-by. Et en fait, elle ne sera mise en jeu que si l'acheteur ne paye pas la somme prévue à l'échéance prévue. Auquel cas, effectivement, le bénéficiaire, c'est-à-dire le vendeur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mettra en jeu cette garantie et accompagnera sa mise en jeu d'un certain nombre de documents qui sont prévus dès l'origine, c'est-à-dire dès que la lettre de crédit stand-by a été ouverte, il a été prévu par la banque de l'acheteur que pour que sa caution, sa garantie, pardon, soit valablement mise en jeu, il faudra accompagner cette mise en jeu d'un certain nombre de documents. La plupart du temps, c'est d'abord une lettre de mise en jeu.
et puis des copies des factures impayées, les documents de transport relatifs aux factures impayées, éventuellement des certificats d'analyse des marchandises relevant des factures impayées, etc., etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là, c'est si la lettre de crédit stand-by est mise en jeu que d'une certaine façon, elle se transforme en crédit documentaire. Jusqu'à ce qu'elle soit, tant qu'elle n'est pas mise en jeu, on a cette garantie qui existe, qui est en stand-by, mais on n'a encore échangé aucun document. À partir du moment où on la met en jeu, on entre un petit peu dans le fonctionnement du crédit documentaire, c'est-à-dire que là, il va falloir fournir un certain nombre de documents qui attestent que le vendeur a bien réalisé sa partie du contrat, donc par exemple de la fourniture de marchandises, et qu'il ne met pas la garantie en jeu de manière abusive. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner 3 exemples de lettres de crédit stand-by telles que vous pourriez les recevoir, par exemple, si vous étiez les bénéficiaires. Alors, ce premier texte est directement extrait d'une lettre de crédit stand-by. Donc, vous voyez le texte. Donc, à la demande de notre client, donc nom et adresse du donneur d'ordre, nous émettons par la présente en faveur d'un certain bénéficiaire, le vendeur, notre lettre de crédit stand-by irrévocable et non confirmée et irrévocable et non transférable pour un montant total de X euros pour garantir la bonne exécution par le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'acheteur, de ces obligations de paiement résultant des factures pro forma, numéros, etc., relatives à donc une certaine prestation. Là, en l'occurrence, c'est de la livraison de marchandises. Selon les conditions de livraison suivantes, donc là on met l'incoterm, à la bonne date d'échéance de paiement ou au XX, etc. Et là, une petite instruction particulière, les expéditions partielles sont autorisées. Et donc, la banque dit par ailleurs, nous paierons à vue cette lettre de crédit stand-by contre présentation à nos guichets des documents suivants. Et donc là, vous le voyez, dès le début, le bénéficiaire sait quels sont les documents qu'il devra présenter en cas de mise en jeu de la lettre de crédit stand-by. Donc, un certificat du bénéficiaire dans les conditions suivantes. Nous certifions par la présente que nous avons dûment rempli toutes nos obligations concernant la vente et l'expédition des biens se référant à la facture pro forma, numéro, etc., en date due, etc. Et que nous n'avons pas reçu le paiement correspondant de tel montant d'euros à l'échéance, à telle échéance. Voilà. Donc ça, c'est le premier document à produire. Le deuxième document qui serait à produire, c'est la copie de la facture impayée mentionnant la date de règlement prévue. Donc, c'est assez simple, vous voyez, en termes documentaires, on demande simplement, en quelque sorte, une lettre de mise en jeu de la part du bénéficiaire et la copie des factures impayées. C'est assez fréquent dans les lettres de crédit stand-by que l'on ait aussi peu de conditions documentaires, mais personnellement, lorsque mon client est le bénéficiaire de la lettre de crédit stand-by, non, pardon, lorsque mon client attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Lorsque mon client est l'acheteur, c'est-à-dire lorsqu'il est le donneur d'ordre, je lui conseille effectivement ces conditions documentaires assez simples. C'est tout à son avantage en fait. Par contre, lorsque mon client est le vendeur, je vais plutôt lui conseiller des conditions documentaires un peu plus draconiennes. Ah, j'avais oublié, c'était pas terminé.
toute réclamation ou appel pour paiement doit être reçu au plus tôt dans les 20 jours après la date de règlement prévue. Ça, c'est pour qu'on laisse le temps aux donneurs d'ordre et aux bénéficiaires de se mettre d'accord entre eux si le règlement n'a pas eu lieu comme c'était prévu à la date prévue. C'est pour que le bénéficiaire ait le temps d'appeler l'acheteur et de lui dire « j'ai pas été prévu » et que l'acheteur fasse éventuellement le nécessaire. Et si vraiment il ne le fait pas, à ce moment-là, le bénéficiaire de la lettre de crédit stand-by pourra mettre en jeu la lettre de crédit stand-by. Mais voilà, ça permet de leur laisser un petit peu le temps de se débrouiller entre eux avant que la lettre de crédit stand-by soit mise en jeu. Ensuite, the stand-by letter of credit will be valid until. Donc, cette lettre de crédit stand-by sera valable jusqu'à une certaine date. Elle sera payable uniquement à nos guichets. Donc là, c'est adresse et code SWIFT de la banque. La remise des documents attendus de plus de 21 jours à partir de la date d'expédition est permise, mais à l'intérieur, doit être faite en fait à l'intérieur du délai de validité, de la période de validité de la lettre de crédit stand-by. Ça, encore une fois, c'est pour permettre de pouvoir satisfaire la condition que vous voyez en haut de page. Tout paiement fait dans le cadre de cette lettre de crédit stand-by réduira à due proportion le montant de notre engagement, forcément. Ensuite, on apprend que cette lettre de crédit stand-by est sujette, est assujettie, je ne sais pas comment dire, relève des RUU 600 et que any matter not covered by these rules, etc. Et donc, en cas de réclamation relative à cette lettre de crédit stand-by, tout sujet qui ne pourra pas être régi par CRU 600 sera régi par la loi française et que la juridiction exclusive en cas de souci sera la juridiction de Grenoble. Voilà. Donc très souvent, en fait, la juridiction compétente, c'est celle de la banque qui émet la lettre de crédit stand-by. Donc voilà pour le premier exemple. Un deuxième exemple qui est plus conforme au message SWIFT qui est envoyé de banque à banque sur le plan de la forme, je veux dire, parce que sur le plan du fond, on va retrouver globalement ce que vous avez vu dans l'exemple précédent, mais sur le plan de la forme, là, c'est presque ce que les banques s'envoient via le réseau SWIFT. Vous verrez dans le troisième exemple, c'est exactement ce que les banques s'envoient via le réseau SWIFT. Donc là, vous voyez, banque émettrice, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. La banque notificatrice, c'est-à-dire la banque du vendeur, c'est la Telecommunication Bank of China. Et donc, après, on a le texte. Par ordre et pour compte de France Import à Saint-Germain, 37. Alors, ne cherchez pas à retrouver les sociétés, j'ai tout changé. Je ne sais même pas s'il y a un Saint-Germain dans le département numéro 37, que d'ailleurs, pour lequel je ne pourrais même pas vous dire duquel il s'agit. Donc, par ordre et pour le compte de France Import à Saint-Germain, nous émettons par la présente notre lettre de crédit stand-by irrévocable, numéro 1 tel, pour un montant de 320 000 USD, en faveur d'une société chinoise, la Chinese Computer Factory Wuhan, China. Lettre de crédit stand-by expirant le 31 mars 2009 à nos guichets pour garantir le paiement de composants électroniques quelconques payable à 90 jours, date de bill of lading. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a affaire à une lettre de crédit à échéance. Ça n'est pas une lettre de crédit à vue. C'est une lettre de crédit à une certaine échéance qui a été négociée. En l'occurrence, cette échéance, c'est 90 jours, date de bill of lading. Donc, payable par transfert SWIFT. Donc, il y a une faute. Là, c'est transfert santé, bien évidemment. Selon le contrat numéro XXX daté du 8 mars 2018. Cette lettre de crédit stand-by est payable, alors là, elle est payable à vue
attention, ça n'est pas l'échéance qui a été prévue entre le fournisseur et l'acheteur. Payable à vue, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle sera payable dès qu'elle aura été mise en jeu. Voilà. Et dès qu'elle est mise en jeu, contre présentation d'un certain nombre de documents. Donc là, vous allez voir qu'il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. On demande la copie du bill of lading indiquant fret prépayé, la copie des factures impayées, dûment signées par le bénéficiaire, une copie d'un certificat de SGS stipulant que les biens envoyés remplissent strictement les spécifications du contrat, et comme tout à l'heure, un certificat du bénéficiaire, dûment signé et daté, relevant que le bénéficiaire lui-même donc a correctement rempli ses obligations concernant la vente de biens et qu'il n'a pas reçu le paiement à l'échéance qui était prévue. Plus quelques indications particulières, quelques spécifications. Voilà, donc les instructions, voilà, instructions particulières. Les tirages partiels sont autorisés. Si par exemple vous avez dans le cadre d'une expédition plusieurs petites factures, vous pouvez parfaitement appeler une seule de ces factures qui a été non payée. Les documents ou leurs copies doivent être présentés jusqu'à l'expiration jusqu'à la date d'expiration de la lettre de crédit stand-by. Ensuite, ce sont des instructions à la banque du bénéficiaire. Donc, on lui demande de notifier cette lettre de crédit stand-by à son client, le bénéficiaire, et on lui dit qu'éventuellement, elle peut ajouter sa confirmation à cette lettre de crédit stand-by. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, elle peut être confirmée ou non confirmée. On ajoute que toutes les charges et commissions en dehors de la France sont pour le compte du bénéficiaire. Et ensuite, il y a une instruction qui est une instruction spéciale de banque à banque dont vous, client, finalement, vous n'avez pas à tenir compte. Ce sont des instructions pour le remboursement d'une banque par une autre. En tout bas de page, vous voyez cette lettre de crédit stand-by, encore une fois, est soumise au RU 600, donc les règles du CREDOC. Donc je reviens, voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette lettre de crédit, de cet exemple. Et enfin, dernier exemple. Voilà, dernier exemple. Là, c'est exactement le message qui est envoyé par la banque de l'acheteur, donc le message d'ouverture de lettre de crédit stand-by, qui est envoyé par la banque de l'acheteur à la banque du bénéficiaire. C'est exactement ce que nous, banquiers, nous voyons quand nous envoyons ou quand nous recevons des lettres de crédit stand-by. Je l'ai mis pour que ça vous donne une petite idée, mais vous allez voir que sur le fond, c'est exactement la même chose. Donc, on voit en haut alors attendez, voilà, tout en haut, on voit le code SWIFT de la banque qui a émis la lettre de crédit stand-by. Ici, on voit le nom de la banque qui a reçu la lettre de crédit stand-by, donc la banque du bénéficiaire, c'est la banque Intesa San Paolo. On voit qu'il s'agit d'une stand-by irrévocable. On voit qu'elle a été émise le 16 juillet 2007. Selon les UCP Latest Version, c'est-à-dire les RU 600 dont je parlais tout à l'heure, le corpus de règles des crédits documentaires, on voit que sa validité court jusqu'au 31 août 2007. Voilà, le client bénéficiaire, j'ai changé un peu son nom, s'appelle Bergamo Italie. Hop, je n'aurais pas dû. Voilà, ça y est. Donc, le montant est de 27 347,73 € et pas plus. Vous voyez, not exceeding. Le crédit, cette lettre de crédit stand-by est utilisable. Donc, en fait, utilisable, ça veut dire que c'est cette banque dont vous voyez ici le code SWIFT, la Banque Populaire Centre-Atlantique, qui peut être appelée en paiement pour cette lettre de crédit stand-by. Les expéditions partielles ne sont pas autorisées, les transbordements ne sont pas autorisés. La date limite d'expédition des marchandises est au 23 juillet 2007. Les marchandises, vous voyez ici
un petit descriptif. Vous voyez aussi également paiement par virement SWIFT à 90 jours, date de la facture définitive. Donc ça, ce sont les conditions de paiement qui ont été négociées entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, en aucun cas, la lettre de crédit stand-by ne pourra être mise en jeu avant d'avoir attendu ces 90 jours date de facture, et ce sera même un petit peu plus long. Les documents requis, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous demande? Le certificat du bénéficiaire, libellé comme suit. Nous certifions que nous avons rempli toutes nos obligations relatives à la vente et à l'expédition des marchandises faisant l'objet de la facture XXX, suivant copie jointe, et de la facture proforma 1734 due, etc. Et que nous n'avons pas reçu le règlement y afférent du montant de X euros, dont la date d'exigibilité était à 90 jours, date de la facture définitive. On demande déjà ça, ce certificat de mise en jeu. On demande la copie de la facture commerciale impayée, la copie du document de transport prouvant l'expédition et la livraison des marchandises au donneur d'ordre. Alors là, vous voyez, on est allé plus loin. C'est pas seulement prouvant l'expédition de la marchandise, c'est prouvant l'expédition et la livraison des marchandises. Et donc, le bulletin de livraison doit porter signature et cachet commercial du bénéficiaire. Donc là, on est vraiment allé très loin dans les conditions documentaires d'appel de garantie. Du donneur d'ordre, pardon, du donneur d'ordre, oui. Ensuite, dans les conditions annexes, vous avez la remise de documents. Bon, alors c'est toujours pareil, la remise des documents présente plus de 21 jours après l'expédition est autorisée, mais à l'intérieur du délai de validité de la lettre de crédit stand-by, qui était, je crois, on l'avait vu un peu plus haut, au 31 octobre 2007. Encore une fois, on avait déjà vu cette condition. Tout paiement effectué en vertu de cette lettre de crédit stand-by diminuera d'autant de plein droit le montant de l'engagement de la banque de l'acheteur. Et la présente lettre de crédit stand-by est soumise aux règles et usances RU 600 des crédits documentaires. Voilà, et ça c'est la fin. Toute question non. Donc, on est dans le cadre des RU 600, mais encore une fois, toutes questions non réglées par ces règles RU 600 sont soumises au droit français. Le tribunal valable en cas de litige est le tribunal du siège social de la banque émettrice. Donc là, on avait vu que c'était Bordeaux. Une petite condition relative aux frais. Les frais bancaires hors de France sont à la charge du bénéficiaire, ce qui est le cas la plupart du temps. Normalement, chacun paie ses frais, c'est-à-dire les frais d'émission sont à la charge de l'émetteur, l'acheteur, et les frais de notification de la lettre de crédit stand-by sont à la charge du bénéficiaire. Ici, il y a une instruction de non-confirmation de la lettre de crédit stand-by, c'est-à-dire que la banque chinoise du bénéficiaire n'est pas censée apporter sa confirmation à cette lettre de crédit stand-by. Et ensuite, ce sont des instructions de banque à banque que les clients n'ont pas, voilà, qui sont transparentes pour les clients. Alors, avantages et inconvénients des lettres de crédit stand-by, notamment au regard du crédit documentaire. Alors, vous l'avez sûrement compris implicitement, la mise en place et le fonctionnement de la lettre de crédit stand-by sont beaucoup plus légères que dans le cadre d'un crédit documentaire. Pour la simple raison que, comme je l'ai dit, la lettre de crédit stand-by est une garantie qui est en stand-by. Elle n'est pas censée servir. Elle ne servira que si le vendeur n'a pas reçu le bon paiement à la bonne date, auquel cas il la mettra en jeu. Mais s'il reçoit le bon paiement à la bonne date directement de la part de l'acheteur, il ne mettra jamais en jeu cette règle cette lettre de crédit stand-by et elle mourra de sa belle mort. Si par contre elle doit être mise en jeu, à ce moment-là, il y aura effectivement bien échange d'un certain nombre de documents. C'est ceux qu'on a vus dans mes 3 exemples. Et auquel cas, la lettre de crédit stand-by revient un peu sur le fonctionnement du crédit documentaire. Donc, avec échange de documents, examen des documents, etc. etc. Mais ce n'est pas censé arriver. Donc, c'est plus simple qu'un crédoc. Et donc, dans la mesure du possible, si on peut privilégier la lettre de crédit stand-by à un crédoc, eh bien, on le fait. Je vous dirai tout à l'heure sur quel pays on peut privilégier cette utilisation.
La lettre de crédit stand-by, autre avantage, permet de couvrir facilement un courant d'affaires, contrairement au CREDOC. Lorsque vous émettez une lettre de crédit stand-by, vous pouvez le faire pour l'importation d'une marchandise donnée, d'un contrat donné, d'une facture donnée, mais vous pouvez aussi le faire pour un courant d'affaires et demander en fait que le texte de la lettre de crédit stand-by soit stipulé de telle manière qu'il couvre, par exemple, toutes les factures que vous allez émettre à l'encontre d'un acheteur X pendant une durée d'un an, par exemple. Et évidemment dans la limite d'un certain encours. Et ça veut dire qu'en tant que vendeur, vous allez pouvoir envoyer vos marchandises au fil de l'eau, émettre vos factures qui seront couvertes dans le cadre de la lettre de crédit stand-by. Et si jamais parmi toutes ces factures, il y en a une qui n'est pas réglée, eh bien, vous pourrez mettre en jeu la lettre de crédit stand-by pour cette facture, et donc pour un montant qui est partiel au regard de l'encours de la lettre de crédit stand-by. Donc, ça laisse en fait beaucoup de souplesse, et c'est justement l'avantage induit, ça laisse de la souplesse pour modifier la commande, parce que comme je vous le disais, quand on est dans le cadre d'un CREDOC, on garantit une expédition qui doit, pour un certain montant, qui doit avoir lieu à une certaine date. Dans le cadre d'une lettre de crédit stand-by, vous garantissez par exemple, c'est possible, un flux d'affaires, et donc vous êtes moins contraint par le rythme et par les dates des expéditions. Vous aviez prévu initialement d'envoyer votre marchandise le 10 avril, et puis finalement vous avez un petit peu de retard, ça part que le 30 avril, ça n'est pas grave. Et dans le contexte Covid, ça peut être un avantage. Alors que dans un crédit documentaire, s'il est spécifié dans le CREDOC que la marchandise doit partir au plus tard le 10 avril et que vous ne le faites pas, eh bien votre crédit documentaire ne vaut plus rien. Enfin, il ne vaut plus rien. Disons qu'il fera l'objet de réserves et que si ces réserves ne sont pas levées par le bénéficiaire, eh bien, le CREDOC n'est pas censé être payé. Ça n'est pas le cas dans une lettre de crédit stand-by. Donc, c'est plutôt bien pour le fournisseur, ça lui laisse plus de souplesse. De la même manière, comme les documents ne sont pas censés transiter absolument par les banquiers, comme ça peut être le cas comme c'est le cas dans le cadre d'un crédit documentaire, ça permet de recevoir les documents plus rapidement parce qu'ils vont transiter directement du vendeur vers l'acheteur via éventuellement sa société de transport. Et donc, l'acheteur pourra avoir à sa disposition les documents de transport beaucoup plus vite et prendre disposition des marchandises beaucoup plus rapidement que si on est dans le cadre d'un crédit documentaire, dans le cadre duquel les documents vont devoir transiter par la banque du vendeur, puis par la banque de l'acheteur. Autre petit avantage, alors là, ce n'est pas relativement au crédit documentaire, mais vis-à-vis de l'assurance risque crédit, la lettre de crédit stand-by couvre 100% du montant de la facture ou des factures, alors que l'assurance crédit, très souvent, ne couvre qu'une quote-part de la valeur des marchandises, rarement supérieure à 90%. Et enfin, le dernier avantage que j'ai noté, mais il y en a sûrement d'autres, c'est que les frais de la lettre de crédit stand-by sont très réduits par rapport à ceux d'un CREDOC, puisque normalement, la lettre de crédit stand-by, vous l'avez compris, n'est pas censée être mise en jeu, auquel cas, il n'y aura d'un côté que des frais d'émission de la lettre de crédit stand-by, et de l'autre côté, c'est-à-dire côté bénéficiaire, que les frais de notification de la lettre de crédit stand-by. Et après, on s'arrête là si elle n'est pas mise en jeu. Alors que dans un CREDOC, il va y avoir, par exemple, pour l'acheteur, les frais d'émission. Et puis après, comme il y a échange de documents, il va y avoir des frais d'examen des documents qui ne sont pas donnés, il faut bien le dire. Il y aura aussi les frais, pourquoi pas, les frais de courrier express, donc qui peuvent être assez onéreux sur certaines destinations, sur certains pays. Donc ça, vous ne l'aurez pas avec la lettre de crédit stand-by, sauf éventuelle mise en jeu. Mais encore une fois, ça n'est pas censé arriver. Alors, les inconvénients. Alors, l'inconvénient principal de la lettre de crédit stand-by, mais c'est pareil pour le CREDOC, c'est que ça n'est pas forcément très adapté à la vente de prestations de services.
Parce que, comme pour le CREDOC, si à un moment donné, vous devez mettre en jeu la lettre de, si vous êtes le bénéficiaire, le vendeur, donc le prestataire de service, et qu'à un moment donné, vous devez mettre en jeu cette lettre de crédit stand-by, il faudra, comme on l'a dit tout à l'heure, fournir un certain nombre de documents. Lorsqu'on est dans le cadre de livraison de marchandises, on envoie le bénéficiaire, le bénéficiaire, pour prouver qu'il a bien effectué sa prestation. La plupart du temps, il fournira les documents d'expédition de la marchandise. Là, si vous êtes prestataire de service, quels documents allez-vous pouvoir fournir pour prouver que vous avez bien exécuté votre part de contrat, exécuté votre prestation de service. Ça, je ne connais pas vos métiers aux uns et aux autres et je vous laisse seul juge. Peut-être que dans vos métiers, s'il y a des prestataires de services parmi vous, peut-être qu'il y a des documents qui peuvent vous permettre de faire foi que vous avez bien effectué votre prestation. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le document en question, c'est un PV de réception de la prestation, un PV de réception de la prestation. Mais ce PV de réception, il est signé par qui? La plupart du temps, il est signé par l'acheteur. Auquel cas, pour pouvoir fournir ce document que l'on vous demande pour que vous puissiez mettre en jeu la garantie, eh bien, vous allez dépendre en fait d'un document qui est fourni par l'acheteur. Et évidemment, ça n'est pas satisfaisant. L'idéal, ce serait que ce PV de réception soit signé non pas par l'acheteur lui-même, mais par un tiers indépendant. Inutile, et donc, il faudrait avoir recours à un tiers indépendant, accepté par vous, accepté par l'acheteur. Il faudrait payer ce tiers pour qu'il vienne effectuer cette réception. Donc, inutile de vous dire que la plupart du temps, ça ne se fait pas et que très souvent, quand on est sur une lettre de crédit stand-by relative à une prestation de service, le document qui est apporté, c'est un PV de réception signé par l'acheteur. Encore une fois, pour moi, ça n'est pas satisfaisant. Donc, je vous engage, si vous êtes prestataire de service, à réfléchir à d'autres documents en fonction de votre activité qui pourraient faire foi et qui pourraient prouver que vous avez bien effectué votre prestation. Voilà. Ça, c'est le premier inconvénient. Il est relativement de taille. Le deuxième inconvénient, c'est que la LC Standby n'est pas opérationnelle dans tous les pays. Elle est très utilisée sur tout le continent américain et en Europe. Par contre, elle est déjà moins utilisée en Asie du Sud-Est, encore qu'elle commence à l'être sur le Japon, la Thaïlande, la Corée, etc. Elle commence à l'être, mais je devrais vous dire que ça dépend un peu des banques en fait. Certaines s'y sont mises et d'autres non. Et puis il y a tout un pan du monde, plusieurs pans du monde qui ne l'utilisent pas du tout. Et ça va être le cas par exemple de toute l'Afrique. Alors, y compris l'Afrique du Nord. Alors, par exemple, au Maghreb, ce n'est pas du tout utilisé. On utilise le crédit documentaire pour des raisons réglementaires. Alors, je vous passe les détails de ces raisons, mais globalement, il est réglementairement impossible, par exemple, en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, d'utiliser cette technique. Bon, pour la simple raison que normalement, le paiement normalement est censé être effectué directement entre l'acheteur et le bénéficiaire et la lettre de crédit stand-by n'arrive qu'en soutien en cas de mise en jeu. Le problème de ces pays du Maghreb, c'est que, hormis quelques exceptions, l'acheteur ne peut pas envoyer de virement libre en règlement d'une prestation quelconque vers un bénéficiaire qui serait en France, par exemple. Donc, la technique de la lettre de crédit stand-by ne peut pas être utilisée de ce fait. Alors, j'ai parlé de l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est pareil, on va plutôt être sur du CREDOC. La Russie, la CEI, etc., on va plutôt être sur du CREDOC. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut privilégier la LC Standby au CREDOC chaque fois que c'est possible, et bien voilà, en gros, c'est chaque fois que c'est possible dans les différents pays qui peuvent l'utiliser, donc Amérique latine, Europe, tout le continent américain, l'Europe et éventuellement quelques pays d'Asie du Sud-Est.
Autre inconvénient, c'est que le fournisseur, et là c'est le revers de la médaille dont on parlait tout à l'heure, quand on disait tout à l'heure que ça pouvait permettre un peu plus de souplesse dans l'accomplissement du contrat, et bien là justement, c'est le revers de la médaille, c'est que justement le fournisseur peut ne pas respecter tout ce qui était prévu dans le contrat initial. Si par exemple il s'était engagé à un planning de livraison, à un certain planning de livraison, dans le cadre de la LC Standby, rien ne l'y oblige, alors que dans le cadre d'un crédit documentaire, il sera tenu par une date limite d'expédition de la marchandise. Voilà, et autre inconvénient, le dernier que j'ai noté, il peut y en avoir d'autres, c'est que le bénéficiaire d'une lettre de crédit Standby, donc le vendeur, le bénéficiaire d'une lettre de crédit Standby peut avoir plus de difficultés pour faire escompter sa lettre de crédit Standby auprès de son banquier, parce que dans le cadre plus que dans le cadre d'un crédoc, parce que dans le cadre d'un crédoc, la banque du bénéficiaire qui traite le crédoc sait qu'elle sera destinataire des fonds versés par l'acheteur. Et donc, elle peut d'autant plus facilement escompter le crédoc qu'elle sait qu'elle recevra le paiement du crédoc en remboursement. Alors que dans le cas d'une lettre de crédit stand-by, le paiement peut parvenir chez n'importe quelle banque, pas seulement chez la banque qui aura notifié la lettre de crédit stand-by. Et donc, c'est un frein pour les banques pour escompter une lettre de crédit stand-by. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les avantages et inconvénients. Donc, on va peut-être traiter les questions maintenant. Merci beaucoup, Fabrice.